Nous allons reprendre cette fin de matinée autour d'une table ronde sur les enjeux d'articulation de projets, de plateformes entre les différents échelons avec le niveau national, en l'illustrant avec un certain nombre de projets. Juste une petite slide qui rappelait effectivement que ces questions d'articulation, on les aborde depuis de nombreuses années sous différents angles. Effectivement, les premiers échanges avec Etalab en 2015 et cette journée à la Villette avaient débouché sur la fameuse passerelle de moissonnage, en tout cas des métadonnées des plateformes régionales de données géographiques pour toutes les données open data qui viennent alimenter data.gouv. Donc c'était aussi une action un peu concrète pour valoriser tout ce patrimoine de données territoriales. Et puis en février 2019, Jonathan était déjà là pour présenter le projet Géoplateforme. Donc voilà, des travaux de longue date et des échanges qui méritent d'être conduits tout au long de l'année. Et des articulations aussi avec communauté d'acteurs. Et puis, je pense à Marie Lambois qui est là, qui anime le groupe de travail métadonnées au CNIJ, Pierre Lollier qui est là également. Donc aussi des complémentarités entre les travaux qui sont menés au sein de la FIGEO et les instances nationales de coordination et des politiques publiques autour de l'information géographique. Donc profitez aussi de la présence de cette instance pour échanger sur ces sujets. Voilà, donc on va parler toujours de plateformes, d'infrastructures techniques, d'observatoires, de toutes les problématiques de catalogage de données, de qualité des données, de format, d'échange et de la nécessaire articulation de tous ces projets. Et bien sûr, derrière, de la gouvernance, des modèles économiques, des besoins d'utilisateurs, avec effectivement, comme on l'a vu ce matin, des enjeux autour de nouvelles données statistiques, géosciences, spatiales, etc. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir autour de la table des représentants, donc au niveau national, Jonathan Renaud pour la géoplateforme de l'hygiène, Marie Ramondard pour l'Ecolab et le projet Green Data for Health, Nathalie Lemoine pour la région Île-de-France et le projet Géo Île-de-France, et Christine Archias pour le projet CRISPACA sur Naviforest autour de coproduction de données. Donc l'idée, c'est qu'ils réalisent chacun une petite présentation de cadrage sur des projets qui ont, on va dire, une maturité assez variée. Et ensuite qu'on puisse échanger entre vous, mais aussi avec vous, sur les enjeux que ça suscite derrière. Merci beaucoup. Donc peut-être, est-ce qu'on commence peut-être par Marie ? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marie Ramondaré, chef de projet du Green Data for Health à l'Ecolab du ministère de la Transition écologique, et je vais vous parler de santé environnement et plus spécifiquement de données environnementales au service des enjeux de santé-environnement. Alors pour replacer le Green Data for Health dans le contexte, il s'agit d'une des actions phares du 4e plan national santé-environnement qui a été publié en juin 2021, et cette action visait originellement, alors déjà elle s'appelait le Green Data Hub, et elle visait à stocker toute la donnée environnementale pour communiquer avec la donnée de santé, et l'idée c'était vraiment de pouvoir communiquer avec l'espace coordonné de santé, le F-Data Hub. On s'est aperçu, après une grosse phase de cadrage qui a duré plusieurs mois auprès de l'écosystème de la santé-environnement, que finalement, ce besoin de stockage de données environnementales n'était pas le plus prégnant. Le besoin le plus prégnant était celui de comprendre où se trouvait la donnée, donc comment repérer la donnée environnementale existante pour le champ de la santé-environnement, comment décrire les données et comment faire vivre cet écosystème à la fois des producteurs et gestionnaires de données environnementales et les réutilisateurs sur le champ de la santé-environnement. Ainsi, donc, le Green Data for Health, qui est l'action 18 qui a été réécrite pour la publication du PNSE 4, a pour objectif de permettre une meilleure mobilisation et valorisation de la donnée environnementale pour la santé-environnement et plus spécifiquement pour les acteurs de la recherche et de l'expertise en santé-environnement. Alors ça a été un peu décalé. On a une offre de service qui est incubée depuis 1 an à l'Ecolab et qui est constituée de 3 briques majeures. La première qui est un catalogue de données environnementale. Donc on ne stocke pas de données, on la recense. En tout cas, on pointe vers l'organisme gestionnaire et détenteur de la donnée. Il s'agit d'un catalogue de données environnementales, mais on ne catalogue pas toute la donnée environnementale, celle qui a du sens pour la santé-environnement. Donc actuellement, on a environ 130 ou 140 ressources qui sont fléchées et décrites avec des métadonnées qui ont été pensées avec la communauté, mais on en parlera juste après. Cette plateforme est en ligne, on a fêté ces 4 mois la semaine dernière avec plus de 10 000 consultations et 2 000 visiteurs uniques. On a une deuxième brique qui est l'aide juridique, donc on met à disposition des outils en ligne. On a typiquement une ressourcerie qui permet d'accéder à une vingtaine de fiches
qui présente les grands principes du droit de la donnée environnementale, par exemple, qu'est-ce que, je sais pas moi, le secret statistique, qu'est-ce qu'un document administratif, qu'est-ce qu'une information environnementale. Donc vous pouvez les retrouver en ligne en PDF et les réutiliser. Et on est en train de réfléchir à la structuration d'un commun numérique qui permettra d'aider justement les producteurs de données, en répondant à diverses questions, à qualifier leur statut juridique, le statut de leurs données, et comprendre ce qu'ils sont en droit et quels sont leurs devoirs aussi lorsqu'un chercheur, par exemple, vient leur demander certaines données. Et enfin, la dernière brique, et celle sans quoi le GD4H, pour son petit acronyme, n'existerait pas aujourd'hui, qui est l'animation. Et on va passer un petit moment à en parler juste après, l'animation de cette communauté de la donnée en santé-environnement, des réutilisateurs de la donnée entre eux, des utilisateurs de la donnée avec les producteurs. Et cette communauté, on l'anime via des plénières qui ont lieu 2 fois par an. Donc la dernière avait lieu le 9 mars dernier. Via des cas d'usage, le BRGM en parlait tout à l'heure, nous on a commencé comme ça avec des cas d'usage sur des besoins vraiment spécifiques de la communauté. Un challenge dont je vais parler juste après et un appel à projet lancé avec le Data Hub pour soutenir 4 projets de recherche. Alors le Green Data for All, c'est avant tout un écosystème qui s'est structuré rapidement dès la phase de cadrage du projet et qui vit maintenant depuis plus d'1 an, alors avec bien entendu les organismes publics de recherche, avec des organismes d'expertise, des agences sanitaires et autres, donc vous les avez affichés à l'écran, avec des acteurs locaux, les services de l'État, des porteurs de solutions et acteurs de l'innovation avec qui on tâche au mieux de s'articuler, et également des acteurs privés, les associations, et une investigation qui est en train de se faire maintenant au niveau de l'international et notamment au niveau des données spatiales. Et enfin, pour finir, j'en profite parce qu'on lance demain officiellement le challenge Green Data for Health pour vous présenter cette initiative d'animation qui a pour but de mobiliser des acteurs, alors tout type d'acteurs, que ce soit des agents sanitaires, des chercheurs, des acteurs privés, autour d'une quinzaine de défis qui ont été sélectionnés et qui ont pour ambition de se dire, voilà, il y a beaucoup de données environnementales qui existent, elle est actuellement très peu mobilisée, notamment sur le champ de la santé-environnement. Comment est-ce qu'on fait pour créer des outils, des solutions qui permettent de mieux mobiliser cette donnée? Voilà, donc on a abouti à une quinzaine de défis qui vont permettre de produire des outils, qu'il s'agisse de plateformes de visualisation de données, par exemple sur l'Ambroisie, de scripts de jointure entre les données de qualité de l'air intérieur-extérieur, de tableaux de bord ou de plateformes, d'outils de diagnostic territorial en santé. Tout type d'outils qui vont permettre donc de faire vivre cette communauté et de créer des nouveaux communs transférables sur d'autres champs d'application. Et puis on vous diffusera également le lien pour vous inscrire au lancement du coup de ce challenge qui aura lieu demain à 17h. Merci. Merci beaucoup Marie. Donc Jonathan, peut-être sur le volet géoplateforme. Bonjour à tous. Donc Jonathan Renaud, moi je suis pilote du programme Géoplateforme. Donc comme le disait Élise, j'étais déjà venu parler de la géoplateforme il y a de ça un peu plus de 3 ans maintenant. Donc on est sur un projet qui a un petit peu d'ancienneté, qui a mis du temps à trouver ses marques et qui commence à rentrer dans une phase active. J'en dirai quelques mots sur la fin. Là, l'idée, c'était simplement de se rappeler les principaux éléments qui structurent ce qu'est la géoplateforme, avec une ambition qui est de construire une nouvelle infrastructure performante et conforme à l'état de l'art technique, donc dans l'idée de pouvoir administrer les géodonnées, et notamment géodonnées nécessaires à l'exercice souverain des politiques publiques. Quand on dit infrastructure performante, je crois que c'est un point qui est assez important et qui est assez attendu globalement, et notamment en écho à ce qu'est le géoportail. Alors, on peut s'en dire quelques mots sur la trajectoire du projet. Initialement, la géoplateforme, donc, quand je viens en parler en 2019, on est sur une trajectoire qui est d'être dans la continuité du géoportail, donc d'élargir finalement l'infrastructure telle qu'elle existe actuellement, et donc d'être dans une logique de la transformer dans une approche plateforme. Entre-temps, on a eu quelques difficultés et le niveau de service géoportail n'est pas totalement conforme aux attentes, et ça explique que des choix nous ont orientés vers une construction donc d'une plateforme, la géoplateforme, et donc le fait de reprendre les hypothèses de départ, que ce soit en termes d'hébergement, en termes d'industriel sur lequel on s'appuie. Et donc le cadrage du projet a sensiblement changé, d'où une temporalité un petit peu longue sur le moment où la géoplateforme arrive. En termes d'offres de services, le premier point, ça va être assurer la continuité de service pour les utilisateurs actuels du géoportail. Alors géoportail aussi bien en tant que site qu'en tant que infrastructure. Donc les utilisateurs notamment des géoservices
diffusées à partir de l'infrastructure géoportail. Donc ça, c'est l'enjeu fort pour cette année. Proposer des nouvelles fonctionnalités, notamment aux producteurs de données, de manière à ce qu'ils soient autonomes dans la gestion de leurs données, aussi bien pour venir charger, paramétrer la diffusion d'une donnée, mais aussi autour du champ du collaboratif, champ qui est majoritairement investi actuellement avec l'espace collaboratif côté hygiène. L'idée, c'est de venir apporter ces fonctionnalités à la fois sous forme d'API et en termes d'interface, fusionner tous ces éléments-là de manière à ce qu'un producteur de données puisse aussi bien charger sa donnée, définir des droits de collaboration dessus, et puis paramétrer tous les aspects de diffusion autour de sa donnée dans un seul et même espace. Et puis, un axe qui sera plutôt sur le moyen long terme, qui est le volet enrichissement des services proposés. On va arriver avec une offre de services de base. L'objectif, et c'est là où on commence à toucher de plus en plus à tous les aspects gouvernance notamment, l'idée est de venir pouvoir enrichir cette offre de services de diverses manières. Ce qui veut dire que sur la géoplateforme, et notamment au travers de ces interfaces, il y aura une possibilité de venir rechercher aussi bien de la donnée, mais aussi des services, et donc d'avoir un aspect catalogage qui touche aussi bien aux données qu'à toute la brique service. On est dans une démarche de co-construction, alors qui se fait de différentes manières, on en parlera après. Dynamique de co-construction, volonté de fédérer les communautés d'usagers, et donc d'avoir finalement un produit qui corresponde le plus possible aux attentes. Le fait que le projet ait été soutenu par le FTAP et suivi par la DINUM depuis quelques temps maintenant. Et juste pour se parler plus clairement, donc avec une planche aujourd'hui, sur la temporalité, je disais qu'on était dans une phase active. Les premiers services de diffusion ont été mis en production le mois dernier, donc courant mars, en version bêta, donc sur des jeux de données test. La partie entrepôt, chargement de la donnée sous forme d'API pour les données vecteurs, arrive ce mois-ci, et idem pour la brique catalogue. Donc là, on va avoir des livraisons assez régulières tout au long de l'année 2023. Et la cible, c'est d'avoir un périmètre qui permette d'avoir une bascule complète de l'offre actuelle géoportail vers la géoplateforme à horizon du début du mois d'octobre. Donc reprise de l'ensemble des données, des services reconstruits à périmètre à minima ISO et bien souvent enrichis, notamment la partie entrepôt qui devient une brique ouverte. Et en parallèle, on avance sur toutes les fonctionnalités qui sont additionnelles dans la géoplateforme. Voilà ce que je pouvais vous en dire en introduction. Donc en reflet, Nathalie Lemoine va nous présenter le projet Géo-Île-de-France et notamment son volet infrastructure. Bonjour, alors voilà, je représente la région Île-de-France et je vais vous présenter le projet Géo-Île-de-France assez rapidement. Donc c'est une plateforme d'infrastructure de données géographiques qui a son origine en 2018 dans son projet initial et qui a eu qui a mis énormément de temps à se développer pour des raisons que je vais vous expliquer. Juste représenter la région Île-de-France, elle est un peu spécifique, mais je pense que j'ai aussi peut-être des collègues qui représentent des IDG régionales. Mais c'est une région qui est petite géographiquement, mais qui est très grande économiquement et en termes de population. Donc 2% de la superficie de la France et puis 19% de la population française. 1200, alors bon, le nombre de communes varie un tout petit peu, mais environ 1280 communes, et beaucoup de regroupements de communes, beaucoup d'acteurs locaux. La région est une collectivité territoriale et anime un certain nombre de politiques à destination d'autres collectivités territoriales. Alors si je vous représente ce contexte, c'est important parce que ça veut dire qu'on a un nombre d'acteurs très important et que l'enjeu, c'est de mobiliser ces acteurs avec des budgets qui sont plutôt contraints. Ce qui fait que le projet Géo-Île-de-France a été perçu très très vite comme un projet très technique pour des gens qui ne parlaient pas forcément ni aux collectivités territoriales ni aux citoyens. Et que mon premier travail, ça fait 2 ans à peu près que je suis à la région Île-de-France, ça a été de réapproprier le projet et que la région se réapproprie le projet pour pouvoir le porter. Ce qui est un enjeu qui est toujours en cours de réalisation, mais qui... aujourd'hui, la région arrive à percevoir le rôle qu'elle va pouvoir avoir dans ce type de projet qui est de fédérer des acteurs et des collectivités territoriales. Nous avons été sollicités par l'IGN
pour porter un projet d'acquisition d'imagerie aérienne très haute résolution dans le cadre de son programme national. Et bien entendu, l'enjeu majeur de ce projet pour nous, c'est le coût. Donc un projet qui est très ambitieux financièrement, et comment on peut soutenir ce financement sur un projet d'infrastructure de données régionales qui était complètement émergent. Donc on a fait le choix d'une part de lancer cette plateforme l'année dernière, qui est une plateforme, je dirais, naissante, c'est-à-dire que du point de vue de son rôle d'IDG, elle n'est pas complètement satisfaisante, elle est vraiment en phase de développement. Mais par contre, la communauté d'acteurs, ça a été ce premier travail, et nous avons aussi réussi aujourd'hui à fédérer les grandes collectivités territoriales d'Île-de-France autour de ce projet sur une acquisition mutualisée, mais aussi un projet d'innovation, puisque la région Île-de-France porte beaucoup de projets innovants. L'idée, c'était d'inclure ces projets d'information géographique et de les faire percevoir dans les stratégies d'innovation. C'est pourquoi nous nous sommes adossés sur le projet d'acquisition de données pour développer le projet sous 3 angles. Le premier angle, c'est participer au financement et l'acquisition de cette donnée très haute résolution. Le deuxième aspect, c'est créer une infrastructure qui permette de supporter et de lancer les traitements liés à cette donnée. Et le troisième, c'est de s'inscrire dans les programmes d'innovation de la région Île-de-France, et notamment, j'en parlerai un petit peu après, de pouvoir mettre en place des financements européens sur des projets d'innovation autour de la création, de la mutualisation d'algorithmes et des projets en intelligence artificielle. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de refaire ce qui existe déjà. Et comme nous sommes en partenariat vraiment qui est en train de bien se construire avec l'IGN, l'idée, c'est de construire notre infrastructure informatique autour du projet géoplateforme de l'IGN, et de ne pas faire un autre projet de géoplateforme à côté de la géoplateforme. Donc, comme nous sommes vraiment en phase de démarrage, nous discutons, nos équipes d'infrastructure régionales discutent avec les équipes de l'IGN pour pouvoir travailler à une mise en place d'une interface entre deux diffusions. Alors, on ne porterait pas la diffusion de la donnée serait portée par l'IGN, mais c'est de pouvoir avoir une interface d'accessibilité de cette donnée à nos collectivités territoriales en Île-de-France, dotées de services complémentaires qui leur permet, avec des moyens qui sont souvent très réduits, on s'adresse à des communes aussi, parce qu'on parlait des cas d'usage, et dans les cas d'usage sur la donnée issue de l'imagerie très haute résolution, l'utilisateur final, ce sont les communes, donc des collectivités qui ont très peu de moyens, ni humains ni techniques. Et donc l'idée, c'est de leur apporter un service clé en main. Et donc ça, c'est un aspect, je pense, qui va permettre de développer nos collaborations avec l'IGN. Et le dernier aspect, c'est celui de la production d'algorithmes et de modèles de données. Et ça se fera un petit peu plus tard dans le cadre d'appels à projets. Voilà, donc éventuellement, on pourra échanger sur les modalités de financement et d'articulation juridique de ce projet. Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect technique qui aujourd'hui est assez porté par un certain nombre d'acteurs, ce qui était important, c'est l'aspect juridique, l'aspect financier, et l'aspect partenariat et mutualisation en fait, de l'apport des collectivités territoriales autour d'un projet qui les intéresse tous. Merci Nathalie. Je vais laisser la parole à Christine. Alors, le projet alors, vous avez vu, je maximise mon déplacement à la capitale en faisant plein d'interventions aujourd'hui. Donc, le projet que je vais vous présenter, c'est un projet métier, et notamment d'articulation donc, entre le local et le national. Donc, juste préciser qu'au CRIJ, on a une pratique assez ancienne d'articulation avec l'IGN.
et donc de déclinaison et d'enrichissement de bases de référentiels nationaux par des données locales, notamment sur des référentiels métiers. Et sur le thème de la forêt en particulier, en parallèle de cette base de données sur la desserte forestière, on avait déjà travaillé en PACA sur la déclinaison de la baie des forêts, qui était donc un produit initialement IFN, et avec l'intégration de l'IFN à l'IGN, qui était donc devenu un produit IGN, qu'on a décliné sur notre territoire, parce qu'en fait, il y a des spécificités très locales dans la forêt méditerranéenne qui ont nécessité qu'on décline cette base de données. Et alors, pour la desserte forestière, on est dans une logique à peu près similaire. Donc, plus globalement, juste pour parler de ce projet globalement, donc l'objectif c'était d'améliorer l'accès à la ressource forestière sur notre territoire. Et donc cette amélioration, elle s'inscrit dans 2 cadres réglementaires. Celui de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui est une loi qui date de 2014, et puis sur une action du contrat de plan État-région, qui est la mise en place d'un plan régional forêt-bois, toujours dans le même objectif, en lien avec l'accès à la ressource forestière. Donc la loi prévoit que les conseils départementaux mettent en place des schémas départementaux d'accès à la ressource forestière, qui s'appellent les SARF. Et donc, dans le cas du plan régional forêt-bois, l'idée, c'était aussi de mettre en place un schéma régional des itinéraires de desserte de la ressource. Très tôt, on avait connaissance du projet Naviforest, mais qui n'était pas du tout formalisé au niveau national. Donc, on a essayé d'attendre la formalisation de ce projet, mais compte tenu du timing, on a démarré un peu en avance de phase, mais toujours dans la logique de connexion avec le niveau national, donc d'appariement avec des référentiels IGN. Donc ça veut dire que le filaire de voirie qui est dans notre base de données locale, évidemment, est appareillé avec celui de la BD Topo. Donc pour nous, c'est un projet qui a démarré en 2019 où on a donc défini un modèle de données, on a mis en place une base de données entre 2019 et 2021. Donc on a une base de données régionale de la desserte forestière, donc encore une fois appareillée avec les BD Topo. En 2022, cette base de données a été prise en main par les utilisateurs de la filière forêt, et donc on a eu des retours usagers et on a entamé des tests avec l'IGN pour alimenter la base de données Naviforest avec des données locales. Et donc en 2023, il y a une phase 2 du projet. On va travailler sur l'évolution de la base, de l'outil. On va former les utilisateurs et puis on va, j'espère, aboutir vraiment à de la remontée de données dans la géoplateforme. Donc là, je vous ai mis rapidement quels sont les financeurs de ce projet. Donc la DRAF, la région Sud, les 6 départements de notre région et la métropole d'Aix-Marseille. Alors, feuille de route, comme on l'a vu, les plateformes, c'est notre rôle, c'est de rassembler les acteurs de la filière pour faire converger un peu les démarches qui étaient en cours sur le territoire. Donc dans les acteurs, donc l'IGN évidemment, mais l'ONF, le CRPF, la DFCI, donc l'entente interdépartementale pour la protection de la forêt, qui est un enjeu très fort chez nous. Et puis surtout aussi les conseils départementaux, donc ça c'est pour aller dans le sens du travail qui va être mené par Michel, qui ont chacun des systèmes d'information routiers, plus ou moins, plutôt moins, appareillés avec la BD Topo. Alors certains, ça marche assez bien, d'autres l'avaient fait au départ mais ont abandonné sur la durée. Donc voilà, ça c'était déjà un sujet. Ensuite, on a, donc dans l'objectif de créer une base continue, on a créé un modèle de données, une nomenclature, etc. Et puis, ce qui était important et qui était... alors, on n'a pas créé une plateforme, mais on a créé un outil qui permet aux acteurs de saisir de la donnée dans la base de données, de l'actualiser, de la consulter, de la mettre à jour. Et donc, tout ça, c'est aujourd'hui... en termes d'interopérabilité, donc c'est la question d'aujourd'hui. Donc, on a déjà testé localement de l'interopérabilité avec la base de données DFCI, qui est gérée par les pompiers, donc par la sécurité civile. Et donc là, maintenant, on teste de l'interopérabilité avec le niveau national. Donc voilà à quoi ressemble notre base de données et notre petit outil, qui est un outil développé sous l'ISMAP, sans prétention, qui s'appelle ViaForest. Donc voilà ce qu'il y a dans notre base de données. Donc vous voyez un petit peu la légende. Donc voilà. Et là il y a des images. Donc on a des points noirs, on a des points d'acheminement, donc Siri, on a des limitations de tonnage, on a évidemment les pistes.
des FCI, on a les aires de retournement, des aires de stockage, etc. Et donc, aujourd'hui, le travail qui est mené, c'est un travail d'interopérabilité entre notre outil et Naviforest, et donc en utilisant donc un certain nombre de briques qui sont des briques développées dans la géoplateforme. Donc là, je vais essayer de vous décrire très rapidement ce qu'on a fait, mais alors pardon, moi je suis pas du tout technique, donc j'espère que vous n'aurez pas des questions trop techniques parce que je vais être en difficulté pour vous répondre. Donc déjà, ce qu'on a fait, on a comme je vous le disais, appareillé les données routières des départements, des systèmes d'information routiers, ça c'est en cours avec la BD Topo, sinon rien n'est possible. Donc ensuite, côté IGN, il y a eu des tests de compatibilité. Alors on a donné notre base de données des dessertes forestières à l'IGN, qui a fait des tests de compatibilité, notamment au niveau de la BD Topo, qui a trouvé quelques petites erreurs. Et en fait, on s'est dit que ces petites erreurs, ces petits doublons, l'IGN était en capacité de mettre en place des filtres qui allaient corriger toutes ces erreurs. Donc ça, c'est ce qui a été prévu. Donc, on a un chantier en parallèle qui consiste à formaliser les relations, un peu mettre en place des... Aujourd'hui, toutes ces données sont open data, donc on les renvoie vers l'IGN. L'IGN nous envoie des données, mais il y a quand même quelque part un peu de la formalisation pour garantir la pérennité de ces systèmes. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en parallèle. Et donc, ce qui est important, c'est de voir par où on est passé. Donc, on a testé l'intégration manuelle de nos données dans Naviforest. Bon, c'est super, ça marche bien. L'IGN passe des fils, mais c'est pas très intéressant et c'est pas comme ça qu'on entrevoit l'interopérabilité. Donc ça, j'allais dire, bon, ça marche, mais c'est pas le sujet de faire remonter notre base de temps en temps et que l'IGN l'intègre. Donc il y a un deuxième test qui a été fait, c'est d'utiliser l'API collaborative de l'IGN. Mais ça nécessite que nous on fasse des devs, c'est-à-dire qu'on confie à la société 3LIS qui utilise l'ISMAP des développements qui permettent de plugger l'API. Donc ça, voilà, ça va nous coûter de l'argent et on en a assez mis dans ce projet, on n'en a plus beaucoup. Donc il y a une autre piste qui est assez intéressante, semble-t-il, qui est, pardon, hein, j'espère que c'est clair parce que pour moi c'est pas hyper clair, qui est l'utilisation du plugin QGIS Espace collaboratif qui, semble-t-il, est assez facile d'utilisation. Je regarde Jonathan qui dit oui, donc c'est bien. Qui est assez facile d'utilisation dans l'ISMAP. Donc ça peut être une solution assez sympa. Et dans tous les cas, il va falloir que nous, on a un formulaire de signalement dans notre outil, il va falloir qu'on le fasse évoluer si on veut interopérer avec l'IGN. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a testé, mais il semblerait qu'il y ait la solution idéale qui mette de côté un peu tout ça, qui soit la mise en place d'un flux en lecture-écriture. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, les tests qui ont été réalisés, c'est un flux en lecture qui vont nous permettre donc de nous renvoyer nos données et de gérer donc l'interopérabilité avec la BD Topo. Mais l'idéal, évidemment, pour arriver à faire dialoguer nos deux outils, ça serait le développement qui là aussi va être testé, je pense, dans les semaines qui viennent, d'un flux en lecture-écriture. Si ça marche, j'allais dire tout ça, on n'en parle plus. Et si on n'y arrive pas, peut-être qu'on va s'orienter vers cette solution. Donc voilà, pour dire qu'on est assez avancé sur ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été retenu comme un projet pilote. Et si on y arrive avec la desserte forestière, j'allais dire, on va y arriver avec... tout autre type de projet qui, appareillés sur des données de l'IGN, vont permettre de remonter de la donnée métier au niveau national. Et pour terminer, on est très volontaire, nous, pour utiliser la géoplateforme. Donc, on a une plateforme en PACA, comme tous les autres partenaires. Si demain, une partie de tout ce qu'on met en place à l'échelon local peut être pris en charge au niveau national par l'IGN dans une géoplateforme nationale, on prend tout de suite. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Donc Bruno Irache, consultant dans un petit cabinet de conseil Realia. Alors je vais animer un petit peu la discussion, mais alors en attendant qu'il y ait des questions, à moins qu'il y ait déjà des questions. Moi j'ai une question peut-être pour Christine pour commencer, qui n'est pas technique. Je voulais savoir si dans l'exercice que vous avez fait ces dernières années avec l'IGN, est-ce que vous commencez à entendre parler de besoins qui émergent d'autres régions justement qui sont intéressées, qui sont impliquées dans la filière bois-forêt?
Alors, en général, au niveau du réseau des criges, effectivement, on discute de tout un tas de choses, mais notamment de nos projets respectifs. Et donc, ce projet, il est assez ancien, comme tu l'as vu, il date de 2019, et donc aujourd'hui, il est assez abouti. Et on en a discuté dans des tas de sessions au Geodata Days, etc. Et on a un intérêt pour de nos collègues du CREG pour éventuellement déployer cet outil sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on en a discuté avec Anne sur Anne Fromage-Mariette, qui est la directrice d'OpenIG. J'allais dire, nous, l'idée, c'est maintenant l'outil, c'est un outil libre. On peut, et la méthode de travail, elle est assez bien bordée. On a des tutos, on a des vidéos sur tout ce qu'on a pu réaliser. Et donc, effectivement, oui, l'idée, ça serait que de le céder à tous nos collègues. Et on a tous intérêt, je crois, à avoir des données qui soient des données qui viennent enrichir des référentiels nationaux de l'IGN sur la filière métier. Donc oui, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. D'accord. Et vous avez réussi à implémenter là aussi le standard côté CNIJ, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, bien sûr. J'allais dire, on essaie d'être des bons élèves depuis le début. Alors, c'est pas toujours facile. Et c'est, pardon, mais je l'ai dit, c'est pas du tout une critique, mais c'est un constat. On attendait le produit national. On ne cherche pas spécifiquement à mettre des investissements locaux dans des produits qui vont exister au niveau national. Mais après, il y a des questions de timing qui font que pour la mise en œuvre des SARF, on a été obligé de démarrer plus tôt. Et donc, c'est pour ça que quand on démarre, avant que les projets nationaux se mettent en place, on a intérêt à vraiment à se mettre en conformité avec les standards et puis surtout à appareiller nos données avec les données de l'IGN. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est ton micro ou le mien? Non, c'est moi, je vais le taper sur ma chaîne. Ok. Moi, j'avais une autre question pour Madame Lemoine. Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris dans la présentation. Dans le partenariat avec l'IGN, vous cherchez effectivement à cofinancer un produit orthophoto très haute résolution, donc j'imagine du 5 cm, quelque chose comme ça. Voilà. Le partenariat avec l'IGN et surtout l'appui avec les collectivités, c'est un partenariat qui pour l'instant est surtout financier, pour essayer de cofinancer ensemble ce nouveau référentiel, ou ça va au-delà? Alors, pour le moment, on est sur un sujet de cofinancement, effectivement. Donc, comment on permet à plusieurs collectivités territoriales de se réunir pour financer un projet, le projet d'acquisition d'imagerie très haute résolution. Et on a commencé à initier l'idée de redévelopper notre plateforme autour de la géoplateforme de l'IGN. Donc, ce sera un deuxième temps de partenariat qui va se mettre en place et qui entre dans le projet global. D'accord. Et dans le schéma de partenariat, on va dire, entre l'Institut et la région, de la même manière, la même question que j'ai à l'esprit, c'est au niveau justement de l'hébergement des données, on va dire que c'est un certain volume. La cible, c'est quoi? C'est plutôt que ce soit justement l'Institut qui héberge en dur et qui propose des géoservices auprès des collectivités de la région? Ou est-ce que c'est l'inverse, justement parce que ce sont des données ultra volumineuses avec des usages spécifiques qui impliquerait que ce soit plutôt la région qui héberge sur ces infras, mais qui soit capable d'être récupérée derrière ensuite par la plateforme nationale? Alors, il peut y avoir les deux. Dans un premier temps, ça peut être plutôt la donnée qui serait hébergée en vue de diffusion sur les plateformes de l'IGN. Mais on a identifié un certain nombre de sujets en amont ou en termes de sauvegarde de données qui peuvent être utiles qui peuvent nécessiter la mise en place d'une infrastructure régionale. Et le sujet qui aujourd'hui est assez présent, c'est que en fait, l'IGN a son propre programme de traitement et on ne peut pas tout traiter simultanément. Et que nous, on a aussi un partenariat très fort, notamment avec l'Institut Paris Région, qui effectue beaucoup d'analyses, beaucoup de traitements, qui commence à les lancer à l'échelle de l'ensemble de la région de France, notamment par des procédés d'intelligence artificielle, qui se trouvent aujourd'hui limités sur ses propres infrastructures. Et c'est le cas d'un certain nombre de collectivités partenaires. Donc là, on sait qu'il faut en parallèle et très très rapidement qu'on puisse développer notre propre infrastructure de traitement sur un certain nombre de jeux de données à l'échelle, en fait calculés à l'échelle de la région. D'accord. Très bien. Question.
question sur les services clés en main et le montage avec l'IGN et le partenariat. Donc, dans le premier cas, acquisition de données, je vois bien un tour de table, le partage des financements avec les différents acteurs et un hébergement par l'IGN. Dans le contexte des services, est-ce que vous avez commencé à définir un modèle économique justement entre comment une commune participera, ou vous portez, ou l'IGN porte, enfin, comment les choses sont un petit peu prévues aujourd'hui? Alors, oui, on est en train justement, c'est un de nos premiers sujets, c'est de développer un modèle économique. Je pense qu'on en aura deux à moyen terme, modèle économique, c'est-à-dire que l'idée initiale, c'est de permettre aux collectivités territoriales de collaborer ensemble et avec l'IGN, donc uniquement des partenaires publics. Et dans ce cadre, on travaille sur la mise en place de partenariats de coopération entre entités publiques. Donc cette modalité de production et de mutualisation de dépenses publiques. Et dans un second temps, parce qu'en fait, le fait d'avoir ce projet qui émerge fait qu'on est sollicité par un certain nombre d'acteurs locaux ou nationaux d'ailleurs, privés. Et donc, on sait qu'à l'horizon de 3 ans, on va être obligé de faire évoluer ce modèle économique. Donc, on n'a pas défini encore pour pouvoir ouvrir ce modèle à des partenaires privés qui souhaitent financer ce type d'acquisition de données. Donc, et c'est un vrai sujet qu'on travaille avec beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, je voulais poser une question sur le projet Green Data for Health. Est-ce que ce projet a une mission, une ambition d'inspirer la réglementation ? Merci, oui, décidément. Ça va faire partie des réflexions pour la suite. Ça fait 1 an qu'on incube le projet, dont l'idée c'était vraiment de répondre à la mission initiale du PNSE 4 sur les 3 enjeux que j'ai présentés au début. Là, on va rentrer dans la partie justement ambition pour la suite. On a aussi des retours de la communauté. On voit bien que sur le fait de déclarer par exemple des jeux de données manquants, enfin d'identifier des trous pour la santé environnement, ça fait partie. Sur l'aspect plutôt référentiel, on a un travail justement avec le CNIJ en ce moment pour, alors peut-être, on verra bien, mais créer des groupes de travail pour identifier les référentiels existants dans le côté environnemental, santé, quelle serait la maille commune pour croiser des données, la maille spatio-temporelle qui serait idéale pour croiser ces données-là, faire des recommandations. Je sais qu'on a des acteurs qui nous ont demandé aussi, par exemple, si moi, en tant que producteur de données, je dois héberger mes données, est-ce que vous êtes en mesure de me donner des recommandations par rapport à ma typologie de données? Donc il y a plein de champs sur lesquels pourrait s'étendre le Green Data for Health en termes de recommandations. On n'a pas encore statué cette question-là, mais ça viendra dans les prochaines semaines. C'était moi. Je pensais par exemple à la thématique de l'eau qui est d'actualité, oui, et au PGSSE, peut-être à du benchmarking sur ce qui se fait dans d'autres pays européens. Ça fait partie de votre... Ça pareil, c'est la deuxième partie, c'est la suite. Donc je serais ravie de vous en parler prochainement. Merci. D'autres questions peut-être? Aujourd'hui, sur la plateforme Green Data, je m'excuse, j'ai pas été voir avant. On a une entrée qui est essentiellement thématique et derrière on interroge des bases de données plutôt alphanumériques, où on commence à avoir aussi des données qui sont SIG géographiques. Alors pour l'instant il n'y a pas de thématique. Pour l'instant on est vraiment, la plateforme est en ligne dans sa version bêta depuis seulement 4 mois. Pour l'instant, vous avez un catalogue qui recense les jeux de données. On va rajouter après les filtres qui permettraient de jouer aussi avec la couverture spatiale. Des données qui sont recensées, jouer avec, je ne sais pas, moi, par exemple, choisir les millésimes qui nous intéressent ou la couverture temporelle également. Pour l'instant, on ne l'a pas. C'est décrit par contre dans les métadonnées, dans les fiches des jeux de données. Et il y a aussi cette question, pour l'instant, on a surtout des ressources nationales. Comment est-ce qu'on intègre les ressources locales? Et justement, on va en parler après. Comment est-ce qu'on s'articule avec des catalogues
Voilà, par exemple, je sais pas moi, des données de collectivité ou autre. Et ça, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on récupère toutes les données? Par exemple, si on prend les données de qualité de l'eau qui remontent des ARS, est-ce qu'on a les données des différentes ARS sur une carte qui permet de retrouver les données? Enfin, ce sont des questions justement qu'on est en train de se poser, voilà, et avec sujets sur lesquels on est enclin à toute suggestion. Ok. N'hésitez pas à aller voir la plateforme si vous avez des retours, on est preneurs. Je voulais poser une question, alors peut-être géoplateforme, mais également Green Data. Sur l'accessibilité, alors plus les interfaces, la navigation dans les données, est-ce qu'on se pose une question, est-ce qu'on remet en question plus exactement les standards traditionnels de la table des matières? Est-ce qu'il y a des ateliers créés pour discuter de ces problématiques d'ergonomie? Parce que je suis un peu perplexe en fait sur la prédominance de cette vision très géomatique en fait de l'accès à la donnée. Alors, côté géoplateforme, c'est un sujet qui est en train d'être ouvert, la trajectoire sur les interfaces. Actuellement, on va s'appuyer sur donc, le géoportail et géoservice.ign.fr pour porter les premiers services et les porter à connaissance. À terme, on va basculer sur une interface qui s'appellera carte.gouv.fr et qui va absorber du coup géoportail et géoservice. Donc à la fois une entrée catalogue, une entrée cartographique et puis un espace compte qui permettra de gérer toute la partie outils, la partie collaborative. Donc c'est un chantier qui est ouvert et sur lequel effectivement on va appeler à contribution sur les réflexions, que ce soit sur la partie catalogue. Je sais que Christine sur les aspects interface collaborative notamment, il est prévu que vous veniez contribuer sur les réflexions et donc on est dans une logique d'ouverture sur ce champ-là. En tout cas, c'est un sujet qui est devant nous. S'il y a de la place pour comment dirais-je, un petit peu d'ironie, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un chat géo quelque chose où on puisse effectivement poser une question un peu plus directe à une plateforme? Ça fait partie des... Alors, on a mis en place une communauté Osmose géoplateforme, alors qui demande adhésion, enfin qui demande inscription, donc c'est pas totalement ouvert comme on le souhaiterait, mais en tout cas c'est une première pierre dans une logique d'avoir plus d'interactivité entre utilisateurs, partenaires et du coup acteurs de la géoplateforme. Je sais pas bien ce que deviendra dans quelques mois cet espace Osmose. Est-ce qu'on restera dessus? Est-ce qu'on le fait évoluer? Est-ce qu'on part sur quelque chose de plus ouvert? En tout cas, l'idée d'avoir un espace partagé de sollicitation des acteurs qui font la géoplateforme, parce que c'est gêne pour l'instant, mais demain, la cible, c'est quand même d'avoir des acteurs qui se l'approprient, qui sont en capacité d'apporter des éléments de réponse. Ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit. Donc là, c'est une première brique. L'idée, c'est bien effectivement d'avoir quelque chose de plus ouvert à terme. Moi, j'ai compris la question de Michel Bernard, c'est ça? Autrement, j'ai compris qu'il... Excusez-moi pour ma voix. Donc, je peux parler plus fort aussi. Après, je suis un homme. Alors, moi, j'ai compris la question comme est-ce qu'il serait possible, plutôt que d'avoir une interface graphique pour sélectionner une zone, machin, d'avoir affaire à un robot conversationnel? C'est la deuxième partie de la question. Enfin, la première était plus... Voilà, c'était juste une remarque. Mais après, je ne suis pas fan, hein, surtout quand il est question d'un moratoire autour de l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est la question de Michel Bernard pour moi. Peut-être que j'ai compris. Merci de la reformuler. Merci pour la reformulation. Le point est pris, la question est à réfléchir. Je n'ai pas d'élément de réponse là tout de suite. Enfin, c'est dans le souci d'une ouverture grand public. Je ne peux pas en témoigner, mais bon, un peu d'histoire. Mais, voilà, la table des matières, je redis, mais j'insiste, c'est lourdingue, quoi.
Alors, on s'y reconnaît parce qu'on est tombé dedans petit, mais pour l'utilisateur lambda, ça parle pas. Donc, montre-moi un indicateur de la qualité de l'eau dans ma ville, dans mon ceci, cela. Ne me demandez pas de dérouler la TOC avec tac, 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 et après... alors voilà, c'est DataVis, c'est chat, c'est je ne sais pas quoi, mais il faut évoluer. Ça peut aussi être au travers des outils de recherche. Dans la partie interface, l'idée c'est d'avoir une entrée qui soit une clé de recherche qui soit on va dire relativement intelligente et sur des typologies assez larges. Donc, je vais pouvoir rechercher des données, je vais pouvoir rechercher des services, je vais pouvoir rechercher en théorie des cartes ou des datavis qui auraient déjà pu être préparés. Donc ça sous-tend un certain nombre de choses. Ça me fait penser sur l'articulation avec Green Data for Health, sur les réflexions en ce moment autour du moissonnage. La question se pose sur quel mot, enfin un moissonnage entre du coup les deux plateformes. La question se pose en termes de mots-clés, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on associe comme mots-clés à ces jeux de données, de manière à ce qu'effectivement autour de la recherche, on puisse venir retomber sur des données qui soient pertinentes, sans devoir se parcourir tout le catalogue, effectivement, et faire un certain nombre de clics. Mais ça sous-tend une bonne indexation, ça sous-tend une matière qui est présente. Et un outil qui va bien. Par rapport à ça, je me permets une remarque. C'est vrai qu'on a trop tendance, je pense, à formater finalement nos métadonnées en espérant que l'utilisateur va utiliser tel mot pour rechercher. Je pense que là, la réflexion de un peu casser les codes par rapport à nos habitudes, finalement, est à ce niveau-là. C'est-à-dire que comment faire pour que ma donnée, je la décrive de façon naturelle et que l'utilisateur la trouve de façon naturelle, je veux dire. Et pas se dire, bon, alors, il faudrait que tout le monde mette tel mot-clé dans les données de tel type, de façon à ce que l'utilisateur, quand il va cliquer sur tel bouton ou qu'il va exprimer telle question, du coup, on est sûr à 80% qu'il va tomber dessus. Je pense qu'il y a, à travers les réflexions, il y a vraiment, enfin, ou du moins les questions, les remarques qu'il y a eu, il y a un peu cette approche de se dire comment je fais pour avoir quelque chose de plus naturel par rapport à une historique qu'on a, d'avoir des choses très, quand même, très standardisées, quoi. Autant la donnée elle peut être standardisée, autant il faut qu'à un moment l'utilisateur, pour pouvoir utiliser les choses et les trouver, il soit un peu libéré d'un carcan dans lequel on le situe à travers les interfaces qu'on lui propose. Enfin, voilà, c'est à la fois une remarque et puis peut-être pour rebondir. Non, mais pour compléter tes propos, il y a des réflexions en cours. Alors c'est dans le contexte d'Ecosphère, donc je n'ai pas prévu de présenter, mais d'avoir une démarche par cas d'usage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on s'appuie sur simplement le moteur de recherche et des mots-clés en espérant que tout le monde s'y retrouve, d'avoir une réflexion plus ciblée utilisateur et cas d'usage. Et là, je pense qu'il y a un travail commun qu'on peut faire, toute plateforme nationale, territoriale, pour qu'il y ait une lisibilité de nos données, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, et que les gens s'y retrouvent beaucoup plus facilement. Ça, c'est, à mon avis, un axe de travail qu'on peut avoir ensemble. Il y a ça, et il y a la partie usage, et là je rebondis sur le projet Ecosphère dont vient de parler Clément. Typiquement, nous, sur la santé-environnement, les données environnementales que l'on a ne sont pas collectées initialement pour un usage en santé-environnement, donc on a des problématiques de qualité de la donnée, ou en tout cas de biais. Lors de la réutilisation des données, on a un gros travail aussi de se dire la donnée seule, que vaut-elle pour un usage et de quoi peut-on l'accompagner et comment peut-on la lier à la fois à toutes ces réutilisations, à la documentation vraiment bien calibrée pour un usage particulier. Donc, comme vous, je pense sur les géoplateformes, on va avoir des ateliers de travail sur ces champs-là. Ça ouvre des perspectives. Merci pour peut-être ChatGPT plus tard ira chercher nos données. On n'y est pas, mais... Je vais rebondir là-dessus aussi. Alors, premier élément, on a au niveau du CNIJ un groupe de travail qui s'appelle CadeauGéo, dont l'objet est la qualité de la donnée géographique et qui se pose aussi la question de la qualification des données par rapport à des usages. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément que j'ai pas entendu moi, c'est la connaissance en fait, de quelles données fait référence dans tel domaine. Je prends un cas d'usage qui est vraiment très con. Enfin, désolé pour les gros mots. C'est que j'ai un client par exemple qui travaille plutôt dans un domaine que je pourrais qualifier de agriculture de précision et qui fournit du service, en fait du matériel et du service autour de ça. C'est pas lui qui utilise le matériel au quotidien, mais qui a un logiciel embarqué sur lequel il aimerait bien afficher les zones de non-traitement, les zones réglementaires.
ou alors connaître effectivement les dates à partir desquelles il a le droit de tailler les haies. Et en fait, c'est pas dans la métadonnée qu'on va trouver cette information-là. Je pense que c'est un leurre d'essayer de renseigner proprement des métadonnées pour répondre à ces questions-là. Mais il y a déjà de savoir, si on veut rendre accessible la donnée aux utilisateurs, leur dire clairement qui produit une donnée de référence dans quel domaine, pour quoi faire, et puis ensuite où elle se trouve, comment on peut la récupérer. Mais aujourd'hui, quand on est confronté à une plateforme de données, quelle qu'elle soit, soit effectivement on tente sa chance avec quelques mots-clés, soit on est perdu dans un nuage de données, parfois redondantes, dont on ne sait pas quelle est la donnée vraiment qui fait foi d'un point de vue réglementaire. Donc moi je trouve qu'il nous manque quelque chose au niveau de la connaissance vraiment de ce qu'on est en droit d'attendre comme données de la part d'acteurs publics. Voilà. Merci. En même temps, on a quand même beaucoup appris ces dernières années de certains projets quand même. Parce que si je pense au géocatalogue, .gouv.fr, quand on l'interroge aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, comme tu dis, pour un même jeu de données, on va trouver 2-3 producteurs différents. Donc on a quand même 10 années d'expérience sur le géocatalogue national qu'on pourrait effectivement exploiter. Après, je pense qu'il n'y a personne ici, c'est facile à dire, mais moi en tant qu'utilisateur ou quelqu'un qui cherche des données, on a pu régresser un peu ces dernières années, comme par exemple on a perdu les interfaces qui existaient entre le data.gouv et les plateformes qui avaient fait l'effort d'aller référencer sur geodata.gouv. On a quand même, ces 2 dernières années, on a perdu. C'est un peu dommage qu'au niveau de la BINU, justement, on n'ait pas réussi à trouver les moyens ou les ressources pour maintenir ce service. Alors, pour répondre aux difficultés de la disparition de geodata.gouv, il y a eu une démarche qu'on a mis en place de passage par le géocatalogue. Donc que les plateformes territoriales puissent être moissonnées par le géocatalogue et que le géocatalogue soit moissonné par data.gouv. Donc il y a une évolution aussi du géocatalogue qui va au niveau de GeoNetwork. Donc il y a une action temporaire, en tout cas, de relais par le géocatalogue. Et après, ça sera a priori data.gouv qui pourra moissonner directement les plateformes territoriales avec les évolutions entre le matching entre ISO et D4, enfin, que nos catalogues soient aussi s'affranchissent des difficultés techniques qu'on a aujourd'hui avec des normes géomatiques et des normes de l'open data. Il y a un travail de fusion aussi qui est en cours là-dessus. Oui, justement, il y a peut-être que cette difficulté de la disparition de geo.data.gouv a créé un vide, et c'est vrai que c'est une vraie perte initiale. Par contre, c'est vrai que ça a modifié les pratiques. Et aujourd'hui, en termes d'interopérabilité, j'ai le sentiment que le temps qu'on fasse une passerelle entre le géocatalogue et data.gouv, finalement, la plupart des plateformes se sont dit on va se faire moissonner directement par data.gouv. Et aujourd'hui, au moment où je pense où cette passerelle sera en place, la plupart des plateformes finalement ne l'utiliseront plus directement parce que voilà. Alors, c'est pas gênant en soi parce qu'il y aura toujours des acteurs qui feront que de la donnée géographique ou qui utiliseront des outils spécifiques qui ne pourront pas communiquer directement avec data.gouv. Mais en tout cas, je pense que les acteurs principaux qui étaient concernés, ils ont eu 2 ans pour se mettre en ordre de marche et finalement aujourd'hui, on voit que ça a créé quand même cette évolution. Alors peut-être que ça a été un levier, je ne dirais pas que c'était une bonne chose, mais on voit que l'histoire avance malgré tout, et ça c'est important. Je crois qu'aujourd'hui c'est fait, le géocatalogue est mentionné par data.gouv, donc il y a des plateformes déjà qui sont remontées. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on fasse que ça se résolve. Mais je crois qu'après il y a un vrai choix politique de positionnement des catalogues. Data.gouv initialement c'était de la donnée ouverte, que ouverte. Ils ont absorbé des données géographiques ouvertes, mais il y a de la donnée géographique non ouverte. Il y a toute la dynamique des espaces communs de données avec les niveaux européens. On va avoir des modèles économiques pour la donnée aussi à valoriser autrement, etc. Donc, aujourd'hui, il faut réussir à positionner. Alors, on verra à travers Transmission ouverte, à travers les démarches des uns et des autres, comment on se positionne. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet aussi de voir comment nos plateformes territoriales ou nationales vont prendre en compte ou pas cet aspect commercial. Est-ce que je fais que de la donnée libre du domaine public? Est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que je veux créer un partenariat avec le privé? Comment? Sous quelle forme?
c'est un vrai sujet politique et remonter vos besoins aussi, ça me paraît important, et vos visions, ça me paraît important. Après, il y a quand même une multiplicité du paysage qui fait que pour rechercher de la donnée, même si la donnée elle est de qualité et elle est produite par le producteur légitime, elle va être à la fois dans Green Data, à la fois dans l'outil forestier, à la fois dans la plateforme où est-ce que je vais et où est-ce que j'ai la bonne. C'est quand même un sujet, mais ça fait des années. Enfin, je sais qu'au sein des réseaux d'écrit, je me souviens encore de réunions il y a 10 ans où on parlait de... Et maintenant, on a open data, pas open data, public, privé, que public. Non, mais enfin, c'est quand même... besoin de guichet unique. C'est quand même un sujet sur la... Effectivement, après, on peut avoir des données, des outils avec de la recherche très pertinente, mais il n'empêche qu'on a déjà peut-être toute une gouvernance à mettre en place de qui moissonne qui, et pour essayer d'améliorer déjà ça. D'un circuit de la donnée, en fait. Si on reprend effectivement l'histoire, enfin, il y avait même un groupe de travail du CNIJ et des recommandations sur les principes de moissonnage contre catalogue. À l'époque, c'était plus le géocatalogue sur le domaine qui était positionné. Voilà, on va pas refaire tout l'historique. Aujourd'hui, effectivement, il y a un repositionnement à faire. Je pense que les catalogues locaux, ça a aussi son importance. Même s'il y avait un point central où j'ai plus à me soucier d'où sont les choses, c'est nécessaire, il faut le faire. Mais avoir une vision, parce que je suis de tel territoire et j'ai envie de voir mon territoire et j'ai ma visibilité aussi de ce territoire, je pense que c'est important de maintenir. Enfin, je ne vois pas les collectivités disparaître au profit d'un magasin avec un trait principal marqué dessus. Voilà, donc il y a un besoin aussi de visibilité sur Internet, de visibilité de vos actions sur les territoires. Et puis, effectivement, il faut qu'ensemble, on définisse cette bonne organisation de plateformes multithématiques, de remontées nationales thématiques comme Ecosphère sur le domaine de l'environnement, et d'un super méga catalogue qui vous donne le point d'entrée global. Et dans l'interopérabilité, je pense qu'il faut toujours réfléchir aussi de façon bidirecte, enfin, dans les deux sens. Oui. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une grosse problématique où des acteurs nous disent on a des données nationales d'intérêt local. Comment je fais pour accéder à ces données? C'est-à-dire que, je vais caricaturer fortement, mais finalement, un utilisateur me dit j'ai besoin de telle et telle donnée d'informations INSEE sur ma commune. Bah, limite, s'il ne sait pas comment chercher ou s'il cherche mal, bah, il télécharge toutes les données de toutes les communes de France avec un tableau avec 50 ou 60 ou 70 colonnes pour retrouver 3 informations qui m'intéressent. Il a aussi vite fait, dans la plupart des cas, d'aller sur Wikipédia. Et c'est là où on a un problème, c'est-à-dire que nos utilisateurs ils ont besoin d'avoir accès à ces informations et il faut que ce soit vraiment... on agrège au niveau national, c'est très bien. Alors ça, je ne remets pas du tout en cause parce que justement, ça apporte une vraie plus-value, une vraie consolidation pour pouvoir utiliser la donnée, la comparer, etc. Mais il faut aussi aujourd'hui avoir la capacité pour les territoires d'avoir accès à des données essentielles dont ils ont besoin et des fois, bah, c'est un peu difficile. Non, mais je pense que c'est important que les plateformes nationales, dans l'autre sens, et la géoplateforme en particulier, facilitent cet accès à la donnée avec la bonne granularité. Donc ça peut être des API, ça peut être, voilà, il ne faut pas multiplier les métadonnées, mais j'ai un lot de données, j'y accède, mais je peux pouvoir filtrer sur mon territoire ou sur telle version. La donnée soit structurée aussi pour se permettre. Après, ça, dans Green Data Lens, vous l'avez bien dit, il y a un facteur animation. Et si vous ne mettez pas d'animation, vous n'aurez pas de données. Enfin, ça, je pense que maintenant, et donc ça, c'est au niveau national, de toute façon, c'est trop compliqué à mettre en place au niveau national pour remonter de la donnée qui, si elle est produite au niveau local. Alors, je ne sais pas, enfin, il y a l'exemple avec Christine, à partir du moment où il y a des choses qui sont normées, il peut y avoir des outils locaux. Ah, je ne parle pas des outils, je parle de l'animation. Voilà. Ça peut être autour d'outils locaux ou d'outils nationaux, ça, il n'y a pas de souci. L'outil n'est qu'un moyen. Mais par contre, s'il y a de l'animation, il y a forcément une coordination avec des échelons qui s'envoient. Voilà. Indépendamment des outils, même si on a les coûts sur une plateforme nationale, l'animation locale, les criges et toute l'urbanisation et tous les échanges que vous avez aujourd'hui, pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie. Enfin, pour moi, une plateforme territoriale, c'est d'abord un vecteur d'animation. On est entièrement d'accord. On est sur une hyper grande région de la Nouvelle-Aquitaine. On a des relais dans les départements parce qu'on ne peut pas y arriver sur le territoire entier de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure,
ça ressort de la discussion, il y a le sujet des données réglementaires quand même. C'est-à-dire que quand on cherche, je sais pas, je pense au trait de côte, alors il y a tous les gens qui ont un trait de côte, on sait bien qu'il y a 15 traits de côte, et quelque part, en fonction des politiques qu'on veut mener, notamment quand c'est des politiques en lien avec des aspects réglementaires, il faut aller quand même trouver le trait de côte réglementaire. Et je pense que pour le trouver, pour trouver de la donnée labellisée, c'est l'entrée il devrait y avoir une plateforme sur laquelle on est certain de trouver la donnée réglementaire labellisée. Alors pour moi, je pense que c'est un sujet géoplateforme. C'est-à-dire que si on cherche un référentiel labellisé, alors il y en a plusieurs, mais en général, les données réglementaires sont adossées à des référentiels qui sont des référentiels nationaux et partagés, qui sont plutôt ceux de l'hygiène. Voilà, donc il y a ce premier sujet, et après il y a un sujet qui n'a rien à voir, qui rejoint la question de Michel. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on revoie un peu nos manières d'interagir avec les clients de plateforme. Et donc là, on voit bien que la clé, c'est un peu les moteurs de recherche élaborés, et il commence à y en avoir. Mais après, il y a un autre sujet, il y a l'interaction. Et là, donc on a arrêté tous d'animer des forums et d'aller interagir sur des plateformes avec des utilisateurs qui poseraient des questions. On a tous fait nos FAQ, la plupart du temps, il n'y a jamais la réponse qu'on cherche, ou alors il y en a qu'un bout. Et donc là, on voit qu'il y a des outils aujourd'hui, même s'il y a des moratoires en cours, avec de l'IA qui permettrait de peut-être alimenter ces interactions qu'on n'arrive pas à alimenter les uns et les autres. Alors, on fait de l'animation, du terrain, on échange, on est content de se téléphoner, mais quelque part, s'il y avait effectivement un outil dans l'interactif qui permettait de déjà avoir un meilleur dialogue avec les gens qui sont des clients de ces outils, ça serait pas mal. C'est ça aussi un chantier qu'on a développé en commun. Mais est-ce que le grand public, c'est vraiment une cible des plateformes? C'est quand même délicat, c'est une dispersion de faire du grand public, du pro. Est-ce qu'on ne doit pas structurer nos données, structurer toutes nos propositions de données de services pour que des opérateurs qui vont fournir des services au grand public puissent faire cette transition, justement? Donc, je pense que c'est plutôt là que ça se joue. Alors je pense qu'on n'a pas tout, c'est à discuter, mais toutes les plateformes territoriales ou régionales, certaines ont quand même, il me semble, pour cible le public. Alors bon, c'est pas votre cas, c'est pas le nôtre non plus, mais c'est vrai que certaines commencent à s'orienter. Ouais, mais c'est vrai que ça re-questionne les outils qu'on utilise. C'est pas la même chose de s'adresser à une sphère professionnelle, ce qui est notre cas, et qui va, comme tu dis Michel, se retrouver dans des choses assez classiques, à une nouvelle sphère d'utilisateurs qui sont des utilisateurs qu'on n'a pas dans nos réseaux habituels. J'ai un exemple bateau, on a des données de transport standardisées qu'on remonte à data.gouv, qui retransite à transport.data.gouv. Ces données sont réutilisées par des applications de transport, et c'est elles qui fournissent le service derrière l'utilisateur. L'utilisateur, il ne va pas aller sur notre plateforme, ça va être des collectivités, peut-être qui vont utiliser ces données, des pros qui ont besoin de ces données. Mais le but derrière, c'est l'application qui va fournir le service utile à l'utilisateur. Après, là où je rejoins Christine, c'est est-ce que aujourd'hui on est des plateformes pour les professionnels parce qu'on ne sait pas non plus s'adresser au grand public. Ah oui, bien. C'est un peu c'est peut-être aussi un peu par défaut, et du coup, effectivement, ça peut être un axe. Et même, je dirais qu'en tant que grand public, en fait, moi, je pensais non spécialiste, non géomaticien. Oui, en commençant par ça. C'est-à-dire que même dans les services métiers de collectivité, il y a des utilisateurs qui ne se retrouvent pas du tout dans les interfaces de leur propos. Il y a eu des efforts, on pourrait citer des exemples pour dépasser cette problématique. Mais c'est pas que géomaticien, parce que sur les plateformes open data, il y a des problèmes. Oui, absolument. Avec l'utilisation de données. On diffuse de la donnée, mais finalement, cet acte-là, il n'est pas. Il n'est pas forcément compris. Non, tout à fait. Moi, je vois la difficulté dans le sens où tout ce que vous faites en matière d'accompagnement des politiques publiques, en fait, à terme, le bout de la ligne, c'est le service rendu aux citoyens. Mais c'est pas la data en ligne, même la défense des forêts, incendie, c'est tout un. Et ça, c'est peut-être pas assez valorisé aussi. Après, il y a la subsidiarité. Aller chercher de la donnée pour en faire une appli ou un usage. La subsidiarité, c'est-à-dire que le dialogue avec le citoyen, c'est quand même plutôt la collectivité. Donc, et si les plateformes, c'est un autre débat, mais les plateformes régionales, si elles sont là depuis très longtemps,
c'est qu'elles ne prennent pas la place de leurs membres non plus sur le terrain, et que ce dialogue avec les administrés et les citoyens, c'est plutôt les collectivités. Donc on fournit des services aux collectivités ou un appui qui leur permet d'aller dialoguer avec le citoyen. Mais résultat, on n'a pas réglé la question. D'ailleurs, les collectivités y travaillent, hein, mais je pense que l'open data nous a aidé à faire évoluer notre dialogue avec les utilisateurs, et ça c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément réglé cette question aujourd'hui sur toute la chaîne. En fait. Ça pose quelque part la question de que vient chercher notre le public, hein, tel ou tel public, quoi. C'est vrai que en fait, le public qu'on a en face de nous dépend du service qu'on offre, avant tout. C'est-à-dire qu'un citoyen, il ne va pas chercher de la donnée, c'est ce que tu disais, Sébastien. Il va chercher de l'information. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien de temps il faut pour aller de tel point à tel point, combien il y a d'habitants sur telle commune. Alors pour nous, c'est une donnée, parce que c'est en base, parce que c'est structuré, etc. Mais lui, c'est une information. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où on fait le lien entre les cas d'usage et nos plateformes, nos données. C'est finalement offrir du service. Et quels sont les services? Et demain, je pense que c'est aussi un enjeu pour nous. Au-delà des catalogues de données, c'est des catalogues de services quelque part. Alors, j'aime pas le terme de catalogue parce que déjà, on est dans une. Quand je dis catalogue, on est déjà, la plupart d'entre nous, dans une vision trop technique. C'est une offre de service finalement. On aura des données, on aura une offre de service autour de ces données. Et peut-être que ce ne sera pas nous qui proposeront cette offre de service. C'est un peu les exemples qu'on a vus ce matin et la question que je posais. Quel lien entre les services qui sont offerts et finalement nos plateformes? Comment nous, acteurs locaux, animateurs sur des territoires, facilitateurs en termes d'accès et avec un rôle aussi de promotion, quel doit être notre rôle par rapport à des services qui vont être nationaux, régionaux, départementaux, locaux, et comment on met en avant ces services en gardant une cohérence. Parce que c'est ça aussi, demain aujourd'hui on vend quelque chose, demain on peut vendre autre chose, mais il faut garder, je pense, une cohérence dans le message qu'on apporte. Pardon. J'ai une question sur un sujet un peu à part, un peu différent de ce qu'on vient de discuter. C'est une question pour la plateforme Île-de-France. Moi je suis Vincent Fabry de la plateforme Géo-de-France, en Haute-France. Pourquoi vous avez fait le choix de vous appuyer sur la géoplateforme en termes d'outils, si j'ai bien compris, hein, vous allez vous appuyer sur l'infrastructure de la géoplateforme. Pourquoi ce choix par rapport à d'autres infrastructures qui existent sur le marché? Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce choix, puisqu'on est plutôt, notre plateforme, elle est plutôt open data actuellement. Et l'objet, c'est de réorienter parce que l'idée, c'est d'offrir un vrai service public et du coup, de s'appuyer sur des services publics déjà existants. Et donc, on considère que le projet de géoplateforme est suffisamment intéressant pour être une vraie référence pour les partenaires et les collectivités territoriales pour s'orienter vers ce choix. Merci déjà pour cette explication. Je crois qu'il y a un travail qui est en cours côté Géo pour justement rendre visible un petit peu toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, les différentes annuaires qui existent. En fait, on a travaillé avec Ecolab depuis un an du aussi de recensement des plateformes territoriales avec l'aide de la Cité État-Bio, Benjamin sur le volet technique. Là, il y a l'étude économique qui a été lancée, donc l'idée c'est de voir un peu comment avance cette étude qui va déboucher sur un observatoire. Alors, est-ce qu'on se concentre que sur les géo-entreprises comme on avait? Est-ce qu'on fait évoluer pour avoir aussi une vision sur la dynamique de l'emploi et en profiter pour aussi valoriser l'écosystème des plateformes? Donc, il y a un peu une réflexion pour éviter d'avoir tous ces annuaires qu'on a mis depuis de nombreuses années, l'annuaire des géo-entreprises, les géoformations avec Géoréseau, l'annuaire des plateformes. Aujourd'hui, le Open Data France, OpenCCR, je ne sais pas trop qui l'administre, mais il y a le recensement de tous les portails Open Data, donc qui recense aussi les plateformes territoriales. Donc l'idée, c'est de faire les assises des plateformes, des observatoires, des acteurs, et trouver, mais peut-être pas se précipiter dans le sens où on a cette étude qui a démarré récemment, mais essayer de travailler effectivement sur un outil qui recense, qui soit dynamique, qui soit bien pour valoriser cet écosystème territorial.
en bonne intelligence avec les différents acteurs, le CNIJ, RNCCA, Open Data France. Voilà, mais je voulais dire un mot aussi, Thierry. Intervenir, c'est madame qui a eu le point de train. Mais effectivement, s'il y a besoin, on a un recensement actualisé des plateformes régionales, départementales, métropole, outre-mer, qui était mis à disposition aussi du CNIJ pour le pôle coordination territoriale. On va valoriser auprès de France Nation Verte aussi, qui cherche à avoir une visibilité sur ces dynamiques de hub de données. Enfin, voilà, donc, mais là, on n'a pas mis effectivement en ligne sur la place publique aujourd'hui le format Excel. C'est une version cartographique quand même. Mais il est là, il est présent. Il est utile aussi pour suivre l'animation et valoriser l'ensemble de ces plateformes. En tout cas, merci à tous les intervenants. Merci à Bruno.